Sécurité des données, c'est évidemment un sujet qu'on ne pouvait pas éviter aujourd'hui dans le monde actuel avec le nombre de cyberattaques auxquelles tout le monde est confronté aujourd'hui. Finalement, avant même de parler de cloud, quels sont les challenges aujourd'hui auxquels on fait face comme juriste en matière de sécurité des données? C'est un concept qui est assez généralement nébuleux pour les juristes. On a essayé d'identifier en réalité 3 sources de difficultés et de challenges. Première, c'est évidemment les aspects techniques. Quand on parle d'aspects techniques, je pense en particulier qu'il faut distinguer 2 choses. La première, c'est évidemment la diversité des mesures de sécurité que l'on peut envisager, certaines étant très techniques, d'autres plus organisationnelles. Puis la deuxième dimension qui, elle, alors on en fait l'expérience aujourd'hui, c'est évidemment les types de cyberattaques. On voit que certaines cyberattaques nécessitent, pour être bien comprises et pour anticiper ensuite les problèmes similaires, une très bonne compréhension d'enjeux techniques. C'est par exemple le cas des aspects de déni de service ou d'attaque par force brute, je n'entre pas ici dans les détails, l'idée étant vraiment de retenir la technicité. Et puis d'autres, comme le phishing, sont peut-être un peu moins techniques, il y a davantage d'ingénierie sociale, encore une fois l'important étant progressivement de se familiariser avec ces différents types de challenges. Ensuite, les acteurs potentiellement multiples, la sécurité, ce n'est pas l'affaire d'une seule personne, c'est l'affaire d'une série de personnes, d'entités qui ont des compétences respectives très spécialisées. Et enfin, les sources, alors ça pour nous les juristes c'est particulièrement difficile, les sources qui sont multiples aujourd'hui. On a eu pendant un certain temps, et ça continue à s'amplifier, des sources qui viennent de standards de l'industrie. J'ai mentionné ici un exemple qui est assez fréquent et que vous aurez peut-être entendu dans le cadre de discussions avec des collègues IT. C'est évidemment les standards établis par la fondation OWASP qui fixent notamment des bonnes pratiques en matière de codage pour éviter justement des faiblesses dans les codes qui seraient des portes ouvertes à l'intrusion. La réglementation sectorielle se développe, Philippe Fischer en a parlé tout à l'heure. On a évidemment chez nous la circulaire risque opérationnel qui évolue, la circulaire outsourcing qui contient quelques bases, et alors on le voit maintenant dans l'Union européenne, le règlement DORA qui vient nous poser vraiment toute une série d'exigences additionnelles. Et enfin, la protection des données, qui est également une source extrêmement importante en matière de mesures de sécurité. Alors évidemment, Juliette en sa livre des références, la nouvelle ordonnance, si vous l'ouvrez, eh bien vous voyez que ça commence tout de suite par sécurité des données. Et en parallèle de cela, et pour moi c'est peut-être l'un des points les plus difficiles en pratique, les enseignements à tirer des décisions rendues généralement par des autorités de protection des données en lien avec des mesures techniques et organisationnelles. Et là, on vous dit, par exemple, que telle et telle entité s'est fait sanctionner parce qu'encore une fois, sa sécurité n'était pas suffisante. Et quand vous allez dans le détail de cette sécurité, eh bien, vous voyez que c'est relativement complexe à comprendre. Alors, il fallait évidemment faire des choix. On a décidé de se focaliser sur 3 points d'attention pour nous, juristes. Premier point d'attention qui ne vous surprendra pas, c'est l'obligation de contracter avec le cloud provider. Ce qui est intéressant à cet égard, c'est qu'on avait une exigence très brève, on a une exigence très brève aujourd'hui dans la circulaire outsourcing. Si vous allez regarder dans DORA, c'est une section complète qui démarre ici, on ne l'a évidemment pas reproduit dans son intégralité, avec même un article, l'article 30, qui contient véritablement une liste d'exigences qui doivent être reflétées dans le contrat avec le service provider, ce qui nous amène à un premier constat, c'est qu'on a une contractualisation qui est croissante en lien avec les services cloud en matière de sécurité. Un deuxième point d'attention, qui est davantage formulé sous forme de question, c'est quel est l'objet et quelle est l'étendue de la prestation de sécurité qui est exigée de la part du service provider. Alors, il y a toutes sortes de manières de classer ce sujet. C'est un exercice qui est difficile. On a essayé d'en revenir à ce qui nous semble être l'essence en 4 points. En réalité, il nous semble que la sécurité, et si vous deviez examiner ça en pratique, se divise ou peut être examinée sous les 4 points suivants. La sécurité applicative, tout d'abord, qu'on a parfois tendance à oublier. La sécurité, elle commence véritablement dans la manière dont le code, le logiciel est formé. Ensuite, il y a évidemment une sécurité des données. Juliette et Philippe y ont fait largement référence. Troisième lieu, quand on commence à se rapprocher de la perspective de la cyberattaque, il y a la gestion des menaces qui doit être anticipée, avec notamment les mesures de surveillance des systèmes. Et enfin, évidemment, on doit avoir une gestion des incidents avec un plan de continuité du service. Ce qui nous amène à 3 recommandations, si je peux les appeler ainsi. La première chose,
qu'on a constaté notamment sur la base d'expériences pratiques, c'est qu'il arrive qu'il y ait un risque d'allocation assez peu clair dans les contrats en matière d'exigence de sécurité, ce qui conduit à ce que l'on a appelé un gap de sécurité. Dans le fond, on ne sait pas véritablement qui est responsable de certains paramètres sécuritaires. Puis ça amène à une deuxième recommandation qui est celle de clarifier avec le provider pas seulement ce qui est dans le contrat, mais selon le provider, ce qui ne serait pas dans le contrat. Et si vous posez la question au provider, c'est intéressant, parce que quand il doit essayer de définir par la négative, et on peut essayer d'introduire des clauses contractuelles par la négative, eh bien, vous verrez qu'il vous dit « Ah oui, mais dans le fond, cette mesure de sécurité, ce n'est pas nous qui nous en chargeons. » Alors là, c'est très intéressant, parce qu'il faut évidemment réussir à déterminer qui s'en charge. Et enfin, on sait qu'en pratique, les audits sont difficiles dans ce domaine, donc il vaut mieux essayer d'anticiper autant que possible les choses dans le contrat. Troisième point d'attention, c'est le régime contractuel que l'on doit essayer de mettre en place en amont en prévention de cyberattaques qui seraient réussies. 2 points sur ce sujet. Le premier, vous serez probablement familier avec lui, c'est évidemment les obligations de notification qui sont aujourd'hui requises sur la base du droit de la protection des données et de la réglementation sectorielle, donc bancaire et financière. Et là, vous savez qu'il y a toutes sortes d'exigences de notification aux autorités en Suisse, à l'étranger, de même qu'aux personnes concernées. Et évidemment, cela doit être bien reflété dans le contrat avec le provider pour que le provider, le moment donné, puisse vous assister dans le respect de ces obligations. Un autre point qui est plus délicat, c'est celui des autres obligations qui sont éventuellement possibles. Et là, ce que l'on peut constater en pratique, eh bien, c'est que quand une cyberattaque intervient, surgit et qu'elle est réussie, eh bien, le provider refuse de fournir toute une série d'informations sur la nature de l'attaque, donc le type d'attaque, ce à quoi je faisais référence tout à l'heure, les failles éventuelles du système du provider ou éventuellement du client. En général, le provider est plus enclin à fournir ces informations-là, mais pas celles qui le concernent directement. Et enfin, des éventuelles négociations avec des hackers. On est surpris de voir que des providers ont assez peu de scrupules à négocier avec les hackers sans en informer les clients. Et puis alors évidemment, si on n'a pas anticipé cela dans le contrat, eh bien ça devient extrêmement difficile d'obtenir ces informations lorsque l'attaque survient, parce qu'à ce moment-là, le service provider essaye plutôt de se protéger lui-même que d'assister le client. Et c'est le dernier point qu'on voulait faire. Le risque, c'est que le service provider cesse d'être véritablement un partenaire dans la difficulté, mais devienne une véritable partie adverse additionnelle.